L'industrie du manga est très particulière et surtout structurée par des codes bien définis. En fonction de la cible éditoriale, les mangas se divisent principalement en 4 catégories. Le shonen, le seinen, le shoujo et le josei. Chaque catégorie s'adresse à un public spécifique et est régie par un catalogue de prépublications attitrées. Le seinen cible les jeunes adultes masculins, tandis que l'équivalent pour le public féminin est le josei. Quant au shonen et au shoujo, ils se concentrent davantage sur un public adolescent. Le shonen cible les garçons et le shoujo cible les filles. Cependant, l'industrie du manga au Japon a une particularité unique qui permet de publier des œuvres à succès. Si on prend l'exemple du magazine de prépublication le plus connu pour les mangas à ce jour, il s'agit du Weekly Shonen Jump. Le Shonen Jump regroupe les mangas shonen les plus prometteurs actuels. Cependant, un problème s'immisce rapidement dans le processus créatif des auteurs. Le Jump est en réalité un concours de popularité régi par les votes du public. En fonction de cette note, l'avenir de chaque manga est décidé. Si le manga ne plaît pas au public, il peut être arrêté net. C'est une véritable compétition acharnée qui se passe au sein de cette industrie. Le but des auteurs est alors de satisfaire la demande des fans en répondant à leurs attentes pour les divertir au maximum. Cependant, cela contraint les mangaka à suivre des schémas narratifs archaïques et récurrents. Avant de plonger dans une analyse de The Promised Neverland, laissez-moi vous présenter le schéma typique d'un shonen. Au cœur de ce genre se trouve généralement un héros masculin, souvent jeune et en quête de devenir le plus fort ou de réaliser un rêve ambitieux, comme devenir le meilleur ninja, le roi des pirates ou encore le plus grand combattant. Généralement, le personnage est orphelin et est entouré d'amis fidèles qui forment une équipe soudée, luttant ensemble contre des ennemis de plus en plus puissants. Les histoires de shonen mettent fortement l'accent sur des valeurs telles que l'amitié, la persévérance, le courage et la détermination. Le récit est rythmé par des arcs narratifs de progression où le héros s'entraîne dur, surmonte des défis et participe à des combats épiques. Ces batailles sont souvent stratégiques et montrent l'évolution des capacités du héros tout en construisant un monde riche et complexe, peuplé de rivaux, de mentors et de personnages secondaires variés. Les éléments fantastiques ou surnaturels sont également courants, ajoutant une dimension spectaculaire aux affrontements et à l'univers du shonen. Déjà, avec cette trame, vous voyez que la plupart des mangas populaires rentrent parfaitement dans ce schéma. Mais la première chose qui fait différer The Promised Neverland de l'ensemble des autres œuvres est son personnage principal. Emma est la protagoniste de notre histoire et contrairement au héros typique des shonen, notre héros est une jeune fille. C'est quelque chose qui se fait très peu dans le monde du shonen. Voici les qualités d'Emma. Elle est déterminée, intelligente et possède une forte volonté de protéger sa famille et ses amis. Contrairement aux héros de shonen génériques, elle n'a aucun super pouvoir, mais elle utilise son ingéniosité et sa capacité à travailler en équipe pour surmonter les obstacles. Ensuite, The Promised Neverland se distingue par son cadre et son ambiance. En effet, les traits de Pozuka Demizu sont uniques et permettent de créer une atmosphère mystérieuse qui s'accorde parfaitement avec l'univers de notre œuvre. L'histoire commence dans un orphelinat apparemment idyllique où une bande d'enfants se considérant comme des frères et sœurs sont très bien traités par une gouvernante qu'ils appellent maman. Elle répond à la plupart de leurs besoins affectifs et vitaux, créant une atmosphère chaleureuse et protectrice. Les enfants sont élevés dans l'orphelinat de Gracefield House, à un endroit somptueux qui semble parfaitement adapté à leur épanouissement. Cependant, des questionnements viennent rapidement à l'esprit de nos jeunes personnages. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de voir ce qui se passe en dehors des murs de l'orphelinat? Pourquoi, lorsqu'un enfant est adopté, ne reçoivent-ils jamais de nouvelles de lui? Les réponses à ces questions sont bien plus sinistres qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Très rapidement, les enfants, en même temps que le lecteur, découvrent une réalité bien plus sombre. Ils réalisent qu'ils sont élevés comme du bétail pour nourrir des démons terrifiants. Ce twist macabre pose les bases d'un thriller psychologique et d'une course contre la montre palpitante pour échapper à un destin tragique. Contrairement au shonen traditionnel, centré sur des combats physiques, The Promised Neverland met l'accent sur la stratégie, la ruse et la planification méticuleuse. Les enfants, menés par Emma, Ray et Norman, doivent utiliser leur intelligence et leur ingéniosité pour élaborer des plans d'évasion complexes tout en évitant les pièges tendus par maman et les démons. Les thèmes abordés dans notre œuvre sont également plus matures et complexes que ceux des shonen traditionnels. À l'instar de l'Attaque des Titans, ce manga explore des questions éthiques et morales, les sacrifices nécessaires pour la survie et la lutte contre des forces oppressives bien plus puissantes que les protagonistes eux-mêmes. L'évolution des personnages est marquée par des dilemmes moraux profonds et des choix déchirants, ajoutant une dimension émotionnelle intense à notre histoire. Au fur et à mesure de nos 20 tomes, l'intrigue de The Promised Neverland se développe de manière surprenante, dévoilant des couches successives de mystère et de révélations,
comme une poupée russe. Chaque nouvelle découverte complexifie encore davantage l'univers du récit, introduisant des thèmes inattendus et enrichissant l'intrigue avec des enjeux toujours plus grands. En réinventant les codes du shonen, The Promised Neverland offre une nouvelle perspective et enrichit le genre en prouvant que le succès peut également être atteint par des voies non conventionnelles. Son approche unique et ses thèmes profonds ont su captiver un large public, prouvant que l'innovation narrative peut donner naissance à des œuvres exceptionnelles. Mais en réalité, il y a un gros problème dont souffre The Promised Neverland. Il y a un problème qui, paradoxalement, a été l'élément nécessaire pour permettre à notre œuvre de se hisser dans le podium du Shonen Jump. Selon moi, ce problème réside dans l'écriture du personnage d'Emma. Comme nous l'avons vu, The Promised Neverland se distingue en incluant un personnage féminin comme protagoniste principal aux côtés de Norman et Rei, un choix rarement fait dans les shonen étant donné que la cible se concentre davantage sur des jeunes garçons adolescents. Cela nous amène alors au cœur du problème avec Emma. Emma est en réalité un personnage agenré. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on remplaçait Emma par un garçon tout au long de l'histoire, cela n'aurait aucune conséquence sur la structure de notre œuvre. Cette neutralité de genre dans son écriture révèle une certaine fragilité structurelle dans la construction narrative de notre héroïne. Le choix d'Emma comme personnage principal féminin aurait pu offrir une opportunité de traiter des thèmes spécifiques à son genre, d'explorer des dynamiques de groupe influencées par son identité féminine, ou de confronter des stéréotypes de genre courants dans les shonen. Cependant, ce potentiel est largement inexploité. Au lieu de cela, Emma est écrite de manière à être un héros universel, c'est-à-dire un personnage dont les traits et motivations pourraient tout aussi bien appartenir à un garçon qu'à une fille. Bien que cette neutralité permette à Emma de s'inscrire plus facilement dans le cadre du Shonen Jump, elle prive également le manga d'une richesse supplémentaire en termes de diversité de personnages et de narration. Dans un genre où les protagonistes masculins dominent largement, la possibilité de présenter une héroïne avec des traits distinctifs et une profondeur liée à son genre aurait pu être un élément innovant et rafraîchissant. Pour vous donner un exemple concret d'un personnage féminin très bien écrit, je vais vous parler de Casca. Il s'agit d'un personnage intéressant qui occupe une place majeure dans Berserk. Dès son introduction, Casca est présentée non seulement comme une combattante redoutable, mais aussi comme une figure profondément humaine avec des vulnérabilités et des forces distinctes. Un aspect clé de l'écriture de Casca est la manière dont elle navigue dans un monde dominé par les hommes. Elle gagne le respect et l'admiration de ses compagnons, non pas par sa beauté ou sa féminité, mais par son courage, sa détermination et son habileté sur le champ de bataille. Cette reconnaissance est particulièrement remarquable dans un contexte où les normes de genre sont rigides et où la force physique est souvent perçue comme le principal atout. Casca se démarque par sa capacité à rivaliser avec ses homologues masculins, non seulement en combat mais aussi en stratégie et en leadership. Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, dépeint Casca avec une sensibilité qui va au-delà des stéréotypes courants. Il les reconnaît et intègre les défis spécifiques auxquels elle est confrontée en tant que femme, ce qui enrichit encore davantage son personnage. Par exemple, Casca doit constamment prouver sa valeur dans un environnement où les femmes sont rarement prises au sérieux en tant que guerrières. Elle subit des discriminations et des doutes de la part de ses compagnons, mais elle surmonte ces obstacles par sa compétence et sa persévérance. Elle nourra également une romance avec Guts et une fascination pour Griffith, ce qui permettra d'introduire une dimension psychologique et émotionnelle intéressante. Les défis auxquels Casca est confrontée vont au-delà du champ de bataille. Elle est victime d'un viol, ce qui met en lumière les dangers constants auxquels elle fait face en tant que femme dans un monde brutal et misogyne. Cet événement traumatisant n'est pas utilisé simplement pour choquer, mais pour approfondir la complexité de son personnage et pour souligner sa résilience et sa force intérieure. Elle continue de se battre malgré ses épreuves, refusant de se laisser définir par ses souffrances. En somme, le personnage de Casca est bien écrit pour moi car il s'ancre dans un réalisme et une cohérence vis-à-vis de l'univers de Berserk. Ainsi, l'écriture d'Emma dans The Promised Neverland révèle une hésitation de la part des auteurs à s'éloigner trop des normes établies malgré les autres aspects innovants du manga. En choisissant de rendre Emma un personnage universel, ils ont peut-être cherché à éviter de perturber les attentes traditionnelles du public shonen, garantissant ainsi une meilleure acceptation et popularité dans le magazine de prépublication. En conclusion, si The Promised Neverland brille par son originalité et son intrigue captivante, le traitement du personnage d'Emma met en lumière les défis et les compromis auxquels sont confrontés les mangaka qui tentent d'innover dans un genre si rigide. Cela souligne alors la nécessité d'une évolution continue dans la représentation des personnages pour offrir des récits véritablement diversifiés et inclusifs, même au sein de genres traditionnellement dominés par des archétypes spécifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement et votre like si ça vous a plu. Et moi sur ce, je vous laisse avec cette vidéo où je vous explique pourquoi l'adaptation de la deuxième saison de The Promised Neverland est catastrophique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.